Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mob Deep, le podcast de basket session qui raconte l'actualité de la NBA depuis les États-Unis. Et comme vous le voyez, on est de retour, vous ne le voyez pas vraiment avec ce mur blanc, mais on est de retour à San Antonio pour une nouvelle saison. Donc on va refaire encore une année de podcast où on va parler des Spurs, de Wembanyama, de tout ce qu'on voit un petit peu autour de la NBA. Et cette année, j'ai le plaisir de ramener avec moi dans ma valise mon petit Hugo, voilà, Hugo Levet. Alors dans ta valise, je sais pas. Donc tu rentres pas, effectivement. Je me suis ramené. Et Hugo qui couvre les Spurs, du coup, pareil. Exactement, ouais, je vais passer la saison à San Antonio, on va couvrir les Spurs, on va être tous les deux. Donc voilà. C'est des bons moments. Donc voilà, Hugo qui est aussi journaliste. Pour ceux qui ont connu l'époque du carton, on avait un podcast ensemble. Légendaire époque du carton. Ouais. C'est ça, et puis même un épisode de Mob Deep l'année dernière. Ouais. Donc on a parlé de comment construire une équipe NBA. On avait beaucoup parlé de Victor d'ailleurs. Normal parce que effectivement c'était un peu le principe du podcast déjà, mais en plus il y avait le côté où construire une équipe NBA, les Spurs sont un exemple intéressant. Et là du coup on parle de l'année 2 parce que du coup la première année avec Victor c'était intéressant, et là la deuxième année évidemment elle est encore extrêmement surveillée. Nous on est là pour ça. Ça fait 5 matchs, c'est pas du tout l'heure d'un bilan, mais juste des premières tendances, et on voulait proposer un petit format, voilà, de vous dire ce que nous on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, histoire que vous ayez un aperçu de voilà ce qu'on voit nous, mais de manière un peu plus sympa, un peu plus décontractée que de juste faire le bilan. Voilà. De toute façon, on peut pas faire un bilan au bout de 5 matchs, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens pour les Spurs et pour n'importe quelle équipe d'ailleurs. Donc voilà, on va faire les petites tendances comme tu as dit. C'est ça, voilà, des tendances. J'aime bien le mot parce que en fait ça sonne comme des conclusions, mais gardez ça à l'esprit, c'est que les conclusions après 5 matchs seront pas les mêmes dans 5 matchs. On est d'accord. Là, dans 5 matchs, ça se trouve, on change complètement d'avis, quoi. C'est possible. Complètement, je sais pas. Mais ça peut beaucoup évoluer. Alors du coup, moi, j'ai noté un petit peu ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, tout ça. Mais puisqu'on a un invité, qu'on est des gens très polis, Hugo, est-ce que tu peux nous donner ton premier point que tu as aimé ou que tu n'as pas aimé pour commencer? J'ai pas aimé l'attaque de Victor. Bon, voilà, ça commence fort, tu vois. Voilà, non mais comme ça, on se débarrasse de la patate chaude tout de suite. De toute façon, Victor, c'est le sujet principal, et en même temps, évidemment, c'est ce que tout le monde attendait. Et là, j'avoue que côté offensif, moi, c'est aussi dans ce que j'ai pas aimé Victor Wembanyama, en parlant surtout de l'attaque. Ouais. On parlera de la défense après. Mais alors, j'ai pas aimé Victor en attaque. Je vais un peu affiner. J'ai pas aimé la sélection de tir de Victor en attaque, parce que je trouve qu'il y a quand même des choses qui vont en attaque, notamment ses choix sur post-up. On y reviendra un petit peu. Mais ouais, la sélection de tir de Victor me pose problème parfois. Alors qu'on soit... Enfin, clair, tout de suite, moi, je ne trouve pas que Victor Wembanyama ne prend pas ses tirs au panier. Évidemment, il pourrait en prendre... Enfin, il pourrait. Ce serait toujours bénéfique qu'il en prenne plus. Après, j'ai trouvé qu'il était très bien défendu, notamment pour l'empêcher d'accéder au cercle, et que sur ces situations-là, notamment contre les Rockets, le deuxième match où Dillon Brooks l'a bien emmerdé pour le coup, il a fait les bons choix de bien kick-out pour ses shooters qui ne sont pas vraiment des shooters d'ailleurs, c'est tout le problème, mais j'ai trouvé que les choix étaient bons là-dessus. Par contre, sa sélection de tir à 3 points, il est à 23% à 3 points à peu près là. Là, depuis le début de la saison, il est à sa 23,5% à 3 points. Sur 8 tentatives par match. 7 tentatives, ouais. C'est peu, en fait. C'est peu, et dans ces 7 3 points qu'il prend par match, il y en a vraiment qui sont de mauvais tirs. Alors oui, Victor Wembanyama est plus grand que tout le monde. Oui, on ne peut pas contrer Victor Wembanyama. Quand Victor tire, c'est lui contre lui-même, un peu comme Kevin Durant dans une moindre mesure. Mais il y a des tirs qui sont pas bons. Il y a des tirs en début de possession, en transition, où il est plutôt bien défendu. Il y a des tirs où tu te dis que c'était pas forcément le meilleur choix à faire. Tu peux peut-être décaler un peu, tu peux poser un dribble et essayer d'aller plus vers le cercle. Moi, ouais, il y a certains choix qui me dérangent, même sur les longs tout, tu vois, sur les longs mid-range. Il y a des fois on sent qu'ils sont un petit peu forcés, qu'il a besoin de trouver son rythme, qu'il a besoin de se mettre en rythme, mais du coup ça donne des tirs qui sont pas bons et ça fait forcément baisser les pourcentages. Ouais, ça je suis assez d'accord, même si j'avoue pour moi la sélection de Victor c'est même pas le problème principal, dans le sens où je te suis sur le fait qu'il y a beaucoup de moments où début de possession il est défendu par un mec qui va beaucoup le suivre et step back à 3 points. Tu alors sens qu'il a envie en fait. Ouais, puis même que ça manque de structure autour de lui en fait, parce qu'on pourrait commencer la possession avec un pick and roll qui lui permet ensuite, enfin pick and roll, pick and pop, mais avec un pick qui lui permet de se retrouver ouvert, d'avoir un petit peu plus d'espace pour tirer. Et il y a ces shoots qui sont très contestés, qui sont déjà très difficiles, même s'ils étaient ouverts finalement. Donc je pense qu'il y a un problème de sélection. Ensuite, de la part d'un joueur qui est en année 2, c'est pas quelque chose qui me choque, sachant que l'année dernière, c'était déjà un peu un problème, quelque chose qu'on lui reprochait. Donc je suis pas choqué qu'il n'y ait pas de progression.
Ensuite, j'avoue que niveau adresse, là, c'est très décevant. Et surtout qu'il va falloir qu'il puisse mettre ses tirs si jamais il veut faire évoluer le reste du jeu. On parle de la manière dont il peut aller au cercle ou non. Mettre ses pull-ups quand il arrive à 3 points, ça fait partie des raisons pour lesquelles les défenseurs vont monter et le laisser ensuite aller vers le panier, ou même pourquoi est-ce qu'on va le défendre haut sur pick and roll. Et donc lui, il va pouvoir descendre jusqu'au panier. Donc il faut qu'il mette ces tirs-là. Et j'ai bien aimé, du coup, pour compléter, la quote de Greg Popovich qui disait justement on va le laisser shooter, enfin on veut qu'il shoote à 3 points, on veut qu'il soit capable de jouer en isolation, et c'est plus un joueur de périmètre qu'un joueur au poste. Et c'est vrai que Victor, il a plus ce profil offensif d'ailier. Moi, je suis pour qu'il continue à cultiver ce truc-là. C'est pas parce qu'il fait 2m24 qu'il doit aller au panier. En tout cas, voilà, je te suis sur la sélection. Niveau offensif, moi, ce que je trouve le plus choquant, presque, c'est les pertes de balles. Ouais. Il y a un nombre de pertes de balles depuis le début de la saison, là. Il y a 3,6 pertes de balles par match, ouais. C'est ça, donc c'est le standard de l'année dernière, mais il y a des matchs où vraiment il y a la sensation qu'il en perd mais énormément et un peu facilement. Surtout quand on voit le ratio du coup assist-turnover. Le match contre Utah, par exemple, il fait 7 passes, 3 turnovers, donc c'est correct, mais c'est Utah. Contre OKC, il est à 2 passes décisives pour 4 turnovers. Ouais, c'est pas bon. C'est pas un très bon ratio, et en fait, il y a beaucoup de pertes de balles, j'ai l'impression, qui sont qui sont du fait de juste, il est pas en forme physiquement. Des fois, il est un peu perdu dans le jeu tactiquement, ou alors ses coéquipiers sont perdus tactiquement. Et puis, du coup, c'est un problème qui touche tous les Spurs au final. Bien sûr. Je me souviens notamment d'une action contre, je pense que c'était les Rockets, où c'est donc Victor est dos panier sur un défenseur plus petit. Il fait une feinte pour aller d'un côté. Et là, c'est pas son turnover, mais du coup, indirectement, il y contribue. Il fait une feinte pour partir d'un côté. Chris Paul envoie la balle là où il feintait de partir. Et du coup, la balle qui part complètement dans la tribune. Et ça, c'est dramatique. Ouais, on sent qu'il y a, sur certaines situations offensives, il y a un manque d'automatisme collectif aussi qui amène des pertes de balles. Moi, il me semble que c'est contre les Rockets, où on voit Victor, pareil, qui post-up et qui sent qu'il ne va pas pouvoir y aller, donc il kick out un peu pour un copain qui est à l'extérieur. Et en fait, la balle part en tribune. Tu vois, enfin, la balle, ils font retour en zone. Je sais pas, je crois que c'est contre les Rockets. J'ai pas l'action en tête. Il me semble. Mais ouais, c'est des situations où tu sens qu'il y a un manque d'automatisme collectif. Effectivement, il n'est pas en forme physique. Ça, c'est un truc, je pense que c'est un vrai truc dans le sens où déjà était chargé. Jeux Olympiques, il a fait sa première saison NBA, c'est pas évident. Et la saison dernière, quand les médias français avaient pu faire une interview avec lui en fin de saison plutôt, j'avais posé la question de à quel point est-ce que c'est éprouvant physiquement de vivre sa première saison NBA, tous les 2 jours de jouer un match, de faire les matchs en back-to-back, etc. En fait, c'est quoi la réalité de quelqu'un qui, en plus, fait 2m24 et qui joue autant de matchs? Et il m'avait dit, des fois après les matchs, je suis à moitié, je m'évanouis presque, je suis sur le sol, je peux plus bouger, parce que en fait, les efforts qu'il fournit sur un match de basket, ils sont immenses. Donc je pense qu'il y a le côté où beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'il n'a pas bossé son cardio, ou il y a un problème, ou je sais pas quoi. Je pense juste qu'il faut se rendre compte de l'effort physique que ça demande d'être Victor Wembanyama. Donc c'est logique qu'il soit hors de forme. Bouger 2m24 de corps, c'est pas la même chose que de bouger 1m90. Hein. Et puis les bouger comme il bouge en fait. Voilà, en plus, tu vois, c'est... Non, ça c'est sûr, mais là ça se voit qu'il est pas en forme physique, qu'il est encore en rodage, j'ai envie de dire, et que il va monter en puissance là-dessus petit à petit. Je suis pas trop inquiet là-dessus. Moi j'espère, parce que la saison dernière, tu vois, j'encadrais déjà le cardio comme un truc que j'attends de voir en termes de progression. Est-ce qu'à un stade, Victor est capable de jouer 35 minutes par match? Parce que là, il est à 31 depuis le début de la saison. On voit que c'est un peu... Enfin, moi personnellement, j'ai la sensation en tout cas que c'est un petit peu limite physiquement. Après, lui, il était un peu malade là quand on l'a vu à San Antonio. Il a parlé d'un petit rhume, un truc comme ça. Oui, il a dit qu'il était un peu malade et tout. Il avait les yeux mouillés, il reniflait, machin. Donc je pense que ça peut jouer. C'est vrai que c'est un truc dans le Texas pour de vrai, mais du coup, je suis pas inquiet, mais j'attends de voir est-ce que Victor, à un stade de sa jeune carrière, sera capable de jouer 35 minutes, ou est-ce que juste jouer comme ça, comme il joue à 2m24, est-ce que c'est vraiment possible de le faire à autant d'intensité comme ça? On peut pas le savoir à l'avance, puisque j'ai envie de te dire, on n'a jamais vu ça. Ouais. Avant, vraiment. En même temps, tous les mecs qui étaient aussi grands, genre Yao Ming par exemple, c'est des mecs qui jouaient pas non plus des temps de jeu gigantesques. Ou alors c'est des mecs qui se sont pétés au bout de 4 saisons. C'est ça. Donc on n'a pas un échantillon suffisamment grand pour se projeter. Ça, on verra. Moi, j'ai envie d'être optimiste sur ce point. On verra évidemment comment ça évolue au cours de la saison et de sa carrière, évidemment. Moi je me veux un peu optimiste. Donc voilà.
Yao Ming, il fait une saison de 37 minutes. Désolé, je suis resté sur mon truc. 37 minutes, c'est pas mal quand même pour Yao. Mais voilà, est-ce que Victor pourra faire ça? Mais c'est dans les tendances, du coup. C'est quand même dans les trucs il n'y a pas d'amélioration notable à ce niveau-là. Après, bon, voilà, je pense que l'attaque de Victor, on peut parler de beaucoup de choses. On peut parler, du coup, pareil, de tout ce qui est autour de lui, des Spurs, du manque d'organisation, du spacing, sans Devin Vassell. Je pense qu'il y a beaucoup de points. Mais on va pas parler que de ça. Toi, t'avais la défense, je pense. Ouais, alors, j'ai aimé sa défense, par contre. Ok. Offensivement, il y a des choses qui me posent problème, on vient de le voir. Mais par contre, défensivement, on reste sur les mêmes bases que la saison dernière. On reste sur des bases de Deepoy, en fait, tout simplement. Il est trop fort individuellement, il est trop fort dans les roamings, dans cette défense en drop constant, en fait, des Spurs. Et c'est normal de défendre comme ça quand t'as Victor Wembanyama. On sent que par moment, et même assez souvent, la défense extérieure prend un peu l'eau. Ouais. Pour le coup, mais en fait t'as Victor Wembanyama, donc prendre l'eau à l'extérieur, bah en fait tu t'en fous, mais non, t'en fous pas, tu t'en fous clairement pas, mais en fait Victor rattrape tellement de choses, il est tellement mobile pour venir pour les aides, il a un timing de contre exceptionnel, en fait ses attributs défensifs sont tellement parfaits que en fait j'ai presque envie de dire, tu mettrais Victor Wembanyama dans une défense moyenne, ça deviendrait automatiquement une top defense. Bah, je suis pas sûr, parce que sinon la saison dernière, c'est ce que les Spurs auraient été. T'as trouvé que les Spurs étaient une défense moyenne sans Victor Wembanyama l'année dernière? Bah, enfin, je sais pas. C'est compliqué à dire, parce que t'as Sohan et tout. Bref. C'est un autre débat. C'est trop loin dans un truc hypothétique. Mais je vois ce que tu veux dire, et je suis assez d'accord quand même. Et en fait, je trouve que l'année dernière, il a commencé la saison où il était un petit peu perdu dans les rotations et tout ça. Et sur la deuxième moitié de saison, et on en a beaucoup parlé dans Mob Deep, c'était un autre joueur et c'était vraiment un candidat Deepoy. Et moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que là, il joue comme un candidat Deepoy. C'est clair, là. Et je trouvais, avant le début de la saison, que ce qui aurait pu l'empêcher de gagner ce titre-là, c'est la défense collective. Parce qu'à chaque fois que Rudy le gagne, lui, par exemple, c'est son équipe, elle est top 1 ou 2 defense, et c'est le patron de la défense. Là, Victor, c'est le patron de la défense, mais les Spurs, on peut s'attendre à ce qu'ils finissent pas trop haut. Mais là, depuis le début de la saison, c'est quand même... c'est okay. 107,1 de defensive rating. C'est le 5e meilleur defensive rating dans les sphères des Cavaliers, du Magic, des Rockets, donc d'équipes qui sont vraiment sérieuses défensivement. Et en ayant affronté donc les Mavericks, le Thunder, en ayant affronté 2 fois les Rockets qui sont quand même solides depuis le début de la saison. Le Jazz, par contre, ça c'est facile. Ah, ils ont bien sorti le tank. Hein. Ouais, clairement. Donc finalement, je pense qu'il y a quand même une chance qu'avec cette équipe-là, tu puisses finir avec une vraie bonne défense. Surtout qu'actuellement, Sohan, c'est un bon défenseur. Champagny, Barnes, ils peuvent défendre quand même à peu près à l'aile. Même, tu vois, le backup de Victor qui est Zach Collins, parce que finalement, ça va finir par compter là-dedans. Il fait un travail très décent. Mais avec Devin Vassell qui revient dans l'effectif, ça fait quand même un très bon défenseur supplémentaire dans l'équipe. Et puis Chris Paul, ça reste un défenseur intelligent, tu vois. Bon, ce sera plus un joueur d'interception à l'âge qu'il a. Ouais, voilà. Notre ami Chris Paul. Il va falloir qu'il gumble pour de vrai. Voilà, va falloir gumble. Et pour le coup, avec Victor Wembanyama, tu peux gumble. C'est Stephen Castle qui nous le disait. Il y a quelques jours, il nous disait qu'en gros, avec un défenseur aussi exceptionnel sous ton cercle, tu peux plus prendre de risques, tu peux plus gamble, en fait, d'aller jouer l'interception avec Victor derrière. Et là, pour le coup, Chris Paul, 40 ans, pas 40 ans, 19e saison, pas 19e saison, ça reste Chris Paul. S'il y a une interception à aller gratter, il va aller la gratter. Hein. Ensuite, je suis quand même curieux, parce que quand tu regardes le match contre les Rockets, et bah, tu sais quoi, c'est un point que j'ai pas aimé, donc ça rentre aussi là-dedans. La défense de Chris Paul et beaucoup de minutes de Chris Paul sont des problèmes pour moi. Ou quand tu revois les matchs contre les Rockets, beaucoup des possessions offensives des Rockets commencent par cibler Chris Paul. C'est Van Fleet qui veut avoir Chris Paul, c'est Jalen Green qui lance au pick and roll pour essayer de récupérer Chris Paul. C'est en fait Chris Paul qui est ultra ciblé. Et ça, bah, logiquement, si on se met dans la perspective d'une équipe qui essaie de gagner des matchs, je suis pas sûr que ce soit le cas. Pour moi, c'est un poids mort en fait, Chris Paul. Après, est-ce que quand Vassell va revenir, je pense que les minutes de Chris Paul vont un peu descendre. C'est possible. Très clairement. Déjà Trey Jones. Ouais, déjà en plus Trey Jones. En plus, on a vu que Pop avait l'air de. Voilà, aussi c'est aussi lié au fait que Vassell et Trey Jones ne jouent pas, mais il a l'air de plutôt faire confiance à Stephen Castle. Donc je pense que Chris Paul va jouer des minutes. Hein. Attention, il est là pour ça aussi. Hein. Mais je pense que les minutes de Chris Paul vont descendre. Et pour le coup, Trey Jones, très correct défenseur. Même bon défenseur, tu vois, vrai défenseur. Moi, j'ai très correct. Moi, c'était bien, je me serais arrêté là. Voilà, et puis Stephen Castle montre de belles choses en défense, bel athlète. Clairement. Donc ça aide.
tout ce que n'est pas Chris Paul finalement. Donc moi je suis pas trop inquiet pour le moment par la défense de Chris Paul. Tu vois, j'ai plutôt envie de penser, encore une fois, je suis optimiste, que ça va un petit peu s'ajuster, notamment avec le temps de jeu. Sinon, je suis pas inquiet, mais c'est comme Victor, je suis pas inquiet pour le niveau offensif. Mais par contre, c'est forcément des points négatifs que j'ai notés et quelque chose que j'ai pas aimé sur le début de la saison. Et en fait, c'est dommage parce que ça contrebalance avec un truc que j'ai aimé qui est l'apport de Chris Paul de manière générale, où quand même on a l'impression que il est le relais du coach sur le terrain, qu'il met vraiment en place des choses. On a parlé aux joueurs qui nous ont dit que vraiment il essaie de les placer sur le terrain, en attaque, en défense. On voit sur le bord du terrain que Chris Paul parle aux joueurs, qui fait un petit peu le deuxième coach. Ça, c'est dans mes GMA. Ça, c'est dans tes GMA. Le mentoring de Chris Paul. C'est ça, en fait. Je trouve que, en fait, il avait dit à la base, je suis venu pour jouer et pas ne pas faire le mentor. Enfin, et pas pour faire le mentor. Et pour le coup, il fait un super mentor. Et même Popovic, avant le début de la saison, disait des fois, je l'entends parler aux joueurs et je suis choqué parce que je me dis, j'aurais dû y penser. C'est à ce degré-là. Et je pense qu'il fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien à cette équipe. Donc, paradoxalement, même si j'aime pas les minutes de Chris Paul défensivement, les minutes de Chris Paul pour ce qu'il apporte sur le terrain en tant que relais du coach, c'est intéressant. Et le fait de l'avoir dans l'équipe, par contre, c'est un gros plus, surtout pour cette équipe qui est extrêmement jeune. Je pense à la 3e ou 4e plus jeune de la ligue. Donc non, je pense que c'est vraiment un gros plus. Même quand il est sur le banc, Chris Paul, c'était pour le premier match des Spurs à domicile là, contre les Rockets. Stephen Castle vient jouer ses premières minutes. Et Chris Paul est sur le banc et les Rockets vont tirer des lancers francs et Pop appelle Stephen Castle pour lui parler, pour lui donner quelques consignes. Et en fait, au même moment où Stephen Castle s'approche du banc, Chris Paul se lève et commence à lui parler. Pop voit Chris Paul commencer à parler en même temps que lui. Et du coup, on a vu du banc Greg Popovich vraiment se mettre en retrait et laisser Chris Paul tout seul avec Stephen Castle. Moi, j'ai trouvé ça génial. En fait, surtout de la part de Pop. C'est ça, tu vois. Puis tu sais, il parle toujours de l'époque Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili, comme d'une époque où les jeunes qui arrivaient là-bas, ils avaient des vrais mentors, parce qu'il y avait ces vétérans-là. Et Chris Paul, c'est un vétéran donc, du même calibre, finalement, tu vois, que ces gars-là. Je te parle pas d'un joueur calibre Tim Duncan, qu'on soit d'accord, mais c'est un mentor de cette qualité-là, et tu as la chance de l'avoir récupéré. Franchement, c'est vraiment... je suis d'accord, c'est exceptionnel. Chris Paul, dans une équipe en pleine reconstruction, avec des jeunes aussi talentueux, c'est du pain béni pour une équipe. Puis offensivement, il est loin d'être ridicule, j'ai pas les stats en tête, mais je pense au match contre le Jazz où il a commencé à faire plus de choses avec Victor. Et en fait, il peut mettre ses tirs, il propose des choses intéressantes sur pick and roll. Points, quasiment 8 passes, 4 rebonds, du Chris Paul, quoi. 45% en 3 points. Puis il est venu jouer, en fait, t'as le côté où... il joue combien de minutes il joue presque 29 minutes par match, quand même. Hein. Et puis il vient poser des écrans pour Victor, du coup, il essaie de créer des ouvertures pour les autres, logiquement. Et donc, en fait, il essaie de s'intégrer quand même au principe de jeu collectif des Spurs, même si je trouve que ça ressemble pas à grand-chose qu'il ait fait dans sa carrière. Il y a quand même peu de moments où Chris Paul a fait des pick and roll inversés avec un mec... la taille de Victor, il n'y a personne qui a fait ça. Mais même, tu vois, quand les Suns sont récupérés KD, au final, c'est le moment où lui, il est parti. Ouais. Donc, il n'y a pas eu vraiment de moment où il a pu jouer le pick and roll inversé avec KD. Il n'a jamais eu de joueur comme ça avec lui, pour lequel il posait des écrans comme ça. C'est vrai qu'on a vu quand même Chris Paul poser des écrans à Victor Wembanyama. C'est improbable, ouais. C'est assez improbable. Mais j'aime bien. Même, tu vois, sur le match d'hier, du coup, contre le Jazz, moi, il me régale quand il continue de prendre ses pull-ups à l'elbow, là. C'était sa signature, tu vois. Ouais. Et c'est toujours automatique, tu vois. Évidemment, il n'en prend plus autant qu'avant. Heureusement. Heureusement, il a dû en prendre 2-3 dans le match, mais c'est automatique. C'est automatique. Et Chris Paul, de toute façon, c'est assez difficile de ne pas aimer le joueur qu'est Chris Paul, quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Chris Paul, pour le coup. En tant que joueur ? Je sais pas en tant que joueur, mais c'est dur de dissocier Chris Paul, le joueur, de Chris Paul, le mec qui parle aux arbitres. Ah oui, non mais oui, ok. Si on parle purement de basket, mais oui, bien sûr. C'est difficile quand même. Enfin, moi, si vous n'aimez pas le joueur qu'est Chris Paul, dites-le nous, parce que... Mais ce que j'aime bien, c'est que, tu vois, il approche de la fin de sa carrière, il est clairement sur la fin de sa carrière. Sur la fin, ouais. Et plus que jamais, là, il fait en termes de usage, par rapport à son rôle chez les Spurs, il fait plus de passes que jamais. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'il a toujours été en carrière un joueur ball dominant qui avait le ballon dans les mains et qui distribuait le jeu, mais là, il est moins scoreur et donc il est plus efficace. Donc là, je regarde les stats début de la saison, il est à 1,25 points par tir tenté, ce qui est la meilleure moyenne de sa carrière. Ça peut descendre un petit peu, mais c'est parce que aussi il shoot sur un
tout petit volume par rapport aux saisons précédentes. Donc il choisit bien ses tirs et c'est ce genre de joueur intelligent qui va vraiment choisir ses moments. Et du coup, vu qu'il reste quand même un joueur assez bien utilisé, qui passe beaucoup de temps sur le terrain, il distribue énormément le ballon. Donc voilà, c'est un ratio assist par usage de 1,90. Donc plutôt que d'expliquer vraiment la stat en elle-même, son record en carrière, par exemple à Chris Paul, c'est 1,68 la saison dernière. Avant ça, c'était 1,66 quand il était encore à New Orleans. Mais donc, pour Chris Paul, c'est encore un step supérieur d'être autant pass first. Donc, il est sur 40,6% d'épargne de son équipe, où c'est lui qui fait la passe décisive. Et pareil, ça, en carrière, c'est standard plutôt élevé. Donc voilà, c'est vrai maître du jeu, tu vois. Après, tu vois, il y a un truc assez révélateur du fait que les Spurs ne sont pas encore rodés collectivement, je trouve. C'est que Chris Paul, il perd des ballons qu'il ne perdait pas avant. Ouais. Tu vois, t'as des ballons qui partent sur un pied, t'as des ballons qui partent dans un banc parce qu'il fait une passe, en tribune, concrètement. Et ça, tu te dis, putain, c'est Chris Paul quand même, tu vois. Il le faisait pas avant, mais bon, c'est... Ah ouais, il y a un côté où, déjà, il y en a plusieurs pour Victor, où c'est bizarre de jouer avec Victor. Et en plus, il y a un côté où, des fois, tu as la sensation que c'est les autres joueurs qui font pas la bonne notation. Clairement. Donc ouais, non, c'est vrai que c'est particulier. Et attention, parce que très vite, là, Chris Paul, c'est un mec dont la propreté en termes de perte de balle a toujours été légendaire. C'est exceptionnel. Là, il part quand même très mal par rapport à ses standards en carrière. Il perd combien ? Il perd 2,4 ballons par match. Il a 16,8% de turnover, donc 16,8% de ses... C'est son pire en carrière, non ? Quand il a du coup, pour expliquer la stat, quand il a la balle, il perd 16,8% de ses possessions. Et effectivement, c'est de loin le pire pourcentage de carrière. Mais c'est normal, c'est pas que de sa faute, c'est aussi de la faute du collectif. Mais comme toutes les stats de passeurs, de toute façon, c'est des stats qui sont influencées par le reste du collectif. Écoute, moi j'ai aimé dans ce genre-là, en vrai, Jeremy Sohan, qui pour le coup fait un très 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 bon début de saison. Alors il profite quand même beaucoup de la gravité qui est autour de Victor, parce que quand il y a beaucoup de moments où il est laissé seul par la défense parce qu'il peut pas shooter. Ouais. L'année dernière, Sohan c'était déjà pas un excellent shooter. Cette année, Sohan, il prend combien de tirs ? Il en met combien ? Tout ça, je suis curieux. Il est à 1,8 tirs tentés par match à 3 points et 0,4 qui rentrent. Ça fait un beau 22%. Donc c'est pas bon. C'est pas un shooter en gros, c'est juste pas un shooter. Et du coup, il est beaucoup laissé ouvert, il en profite, mais justement, il fait bien. Donc je trouve bon cut déjà pour commencer. Bonne lecture de jeu. De manière générale, il est beaucoup plus patient que la saison dernière. Ouais. Il lit beaucoup mieux le jeu que la saison dernière. Et même sur ses passes, il trouve les bonnes pocket passes, il trouve bien de ses coéquipiers. En fait, on a la sensation que le fait qu'il ait joué un peu meneur la saison dernière et qu'il soit revenu dans ce rôle-là, qui ressemble vraiment au rôle dans lequel il était quand il est arrivé en NBA, son rôle de rookie touche à tout, je pense que ça l'a vraiment fait passer un step. Et là, le début de saison de Sohan, c'est vraiment, vraiment très, très solide. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il y a certains automatismes, pour le coup, qui commencent à se créer avec Victor. Même on l'a vu plusieurs fois, là, depuis le début de la saison, c'est Victor qui envoie Sohan au alley-oop. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression que ça, c'est purement un truc de confiance, et d'automatisme entre deux joueurs. Et j'ai l'impression que ça commence, sur certaines situations, même sur des pocket pass, comme tu l'as dit, qui commence à se créer un petit truc entre les deux. Évidemment, je préfère quand Sohan ne joue pas meneur, pour le coup. Mais oui, ça lui a sûrement servi, et même défensivement très propre, très appliqué, j'ai trouvé. Défensivement, je pense que c'est le meilleur défenseur extérieur des Spurs. Ouais. Et de cette façon, c'est plus à prouver, j'ai envie de dire. Et de toute façon, c'est lui qui est sur le match-up le plus difficile chaque soir. Ce qui est marrant, c'est que c'est beaucoup Stephen Castle qui prend le relais. Donc c'est un bon indicateur de la confiance de Pop pour Stephen Castle. Il lui fait finir les matchs en plus. Mais c'est vrai que du coup, quand tu joues les Mavs, c'est Sohan sur Doncic, c'est Sohan sur Kyrie en fonction des moments du match. C'est Sohan de manière générale qui va défendre sur Jalen Green, qui va défendre sur Fred VanVleet en fonction de qui feu. Il y va. Et non, franchement, de toute façon, c'est Jeremy Sohan. Donc, je pense défensivement parlant, c'est super. Offensivement parlant, il shoot pas, donc ça, c'est dommage pour son développement, dans le sens où à terme, est-ce que tu gardes un joueur sur le terrain qui peut pas shooter ? C'est dommage en termes de spacing, c'est très très dommage. Mais par contre, dans son rôle, du coup, où il va faire des cuts, où il va être actif au rebond, il va faire l'intermédiaire entre le ball handler sur pick and roll et le roller. Il va faire du coup la transition entre les deux, ça va un petit peu de relais. Des fois, il va trouver la bonne passe une fois qu'il est sous panier, qu'il a tiré la défense. Donc voilà, tout ça, en tout cas, je trouve que c'est très positif. Donc je pense qu'on a une vraie bonne évolution de Jeremy Sohan. Et c'est dans les trucs que j'ai aimé sur ce début de saison. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi. Mais tu parlais
du tir de Sohan. Ouais. J'ai pas aimé le spacing des Spurs. Non. C'est une catastrophe. Tout à l'heure, on parlait des situations où Victor, quand il post-up, fait souvent, donc évidemment, toute la défense gravite autour de lui. On l'a vu contre les Rockets. Des fois, il y a 3-4 joueurs qui viennent refermer sur Victor pour l'empêcher de tirer et de dégainer au poste. Donc forcément, ça crée des décalages et il y a des mecs ouverts derrière la ligne à 3 points. Monsieur Keldon Johnson, d'accord, prend 4,4 tirs à 3 points par match. Il en met 0,8, ça fait 18%. C'est pas bon. C'est très mauvais. Même notre ami Julian Champagny, ça va. Ça va, à peine 35%. C'est le début de la saison. C'est le début de la saison. Évidemment, un petit volume encore. Mais si ça reste 35% toute la saison pour Champagny, moi je serais déçu. C'est, tu vois, Keldon Johnson et Champagny, pour ne citer que, si ils ne montent pas leur niveau d'adresse et s'ils sont pas capables de sanctionner à 3 points quand Victor crée autant comment dire, quand autant de joueurs adverses gravitent autour de Victor en défense, s'ils sont pas capables de sanctionner efficacement, ça va être un problème. Ça va être un grave problème pour l'attaque des Spurs, puisque Victor ne pourra pas post-up et marquer au poste, étant donné qu'il sera pris à 2, qu'il sera pris à 3. Et si les copains ils sont pas capables de sanctionner, comment tu joues au basket ? De toute façon, ça c'est logique. Enfin, je pense que en NBA, t'aimes bien mettre des 3 points. On est d'accord, merci Ben. Et parce que non seulement c'est des points, mais en plus ça ouvre le jeu pour avoir des tirs au panier plus qualitatifs. Et avec Victor, moi je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas 4 shooters. La question Sohan, elle est particulière parce que c'est un joueur vraiment spécial. Ouais. Vraiment bon passeur, vraiment bon cutter, vraiment bon défenseur. Donc à la rigueur, il a peut-être sa place. Ensuite, je sais pas parce que faut se poser la question quand même, parce qu'il y a le côté où Jared Vanderbilt, par exemple, qui a ce profil non-shooter aux Lakers, il arrivait, il défendait très fort en saison régulière. Les gens se sont excités, les playoffs ont commencé, il pouvait pas shooter, il est resté sur le banc. Donc est-ce que Jeremy Sohan est capable de franchir ce step ? C'est une première grosse question. C'est un mec sur lequel tu mises beaucoup. Mais par contre, sur Keldon, je suis d'accord sur la déception. Vu le volume, c'est un petit peu dommage. C'est surtout qu'il en a des 3 ouverts. Ouais. Waouh. Non, c'est clair. Il croque bien, l'ami Keldon, ça lui arrive, tu vois, mais il en a des 3 ouverts. Et je pense qu'il a un statut un peu moins définitif que celui de Sohan dans le projet des Spurs. Clairement. Mais enfin bon, après voilà, je pense que si on dit pour Victor, ça va s'arranger, le pourcentage va augmenter, etc. Je peux dire la même chose pour bien sûr. Johnson. Tu vois, mais c'est intéressant de souligner, notamment sur les critiques qu'on voit beaucoup autour de Victor et sur le fait qu'il ne va pas assez au poste et qu'il ne va pas assez scorer près du cercle. Si ses coéquipiers commencent à être de vraies menaces à 3 points et que les défenses commencent à se dire, bah ok, on va pas pouvoir aller trap Victor à 3 parce qu'on peut pas se permettre de laisser Keldon Johnson, on peut pas se permettre de laisser Champagny, on peut pas se permettre de laisser Devin Vassell ou Trey Jones qui vont revenir ouverts à 3 points, ah bah forcément Victor il aura plus de situations, il va pouvoir jouer de l'isolation en 1 contre 1, où il y aura sûrement des prises à 2 toujours évidemment, puisque tu seras obligé de faire des choix en défense, mais ça laissera beaucoup plus d'espace à Victor pour jouer au poste, ça laissera beaucoup plus d'espace à Victor pour jouer de l'iso à 3-4 mètres du cercle et l'éviter de prendre des mauvais tirs à mi-distance ou des mauvais tirs à 3 points. Puis c'est pas grave si Victor marque pas les points, bien si sûr. Les Spurs marquent les points à la place et que du coup quand il prend la balle dos au panier, il est capable de ressortir, tu vois. Bien sûr, il le fait très bien d'ailleurs. Il le fait très bien. En fait, ça dépend, je pense, il y a beaucoup de moments où il aurait pu kick out et où il l'a pas fait. Et la question se pose quand même de est-ce que c'est un manque de confiance en ses coéquipiers, un manque de vision de jeu peut-être un petit peu aussi. Et j'ai écrit un truc là-dessus sur mon Substack dont je ferai pas la promo ici parce que ici c'est basket session et tout ça, donc c'est pas le lieu. Mais j'ai fait un gros article analytique et du coup j'ai revu beaucoup de vidéos où on voit Victor qui est au poste et il y a des joueurs ouverts. Alors soit il leur fait pas la passe par choix, comme par exemple il y a Sohan qui est ouvert et du coup logique. Parce là que ça me dérange pas. Ouais. Sohan 3 points c'est pas une valeur fiable. Des fois il aurait peut-être pu la faire sur Champagny, Keldon, quelque chose comme ça. Mais du coup de manière générale c'est vrai que il faut quand même que ses coéquipiers soient des menaces 3 points pour qu'ils puissent kick out, pour que la défense puisse se déconcentrer de Victor et pour que de manière générale l'attaque des Spurs soit fonctionnelle. De toute façon voilà, il faut mettre ses tirs. Popovic il le dit après chaque match. C'est un truc qui peut paraître évident, on offense surtout ouverte, etc. Mais il faut mettre ses tirs. Ça reste le cas. Donc moi, je te rejoins sur le 3 points. Sauf qu'un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est le volume. C'est 10,8 tirs à 3 points par match pour les Spurs.
et c'est dans le bottom Ah oui, c'est 5 très très de la bottom. ligue. Hein. Ouais, c'est très très bottom. Mais voilà, c'était surtout pour dire, en fait, moi je parle de ça, évidemment que les pourcentages vont monter, Keldon Johnson va pas rester à 18% toute la saison, c'est insensé. Ou alors c'est pas possible en fait. Mais c'est tout ça pour dire que ça va rendre service à Victor, et ça va notamment lui permettre d'appuyer plus sur ses points forts, lui permettre plus de jouer de ses attributs physiques hors du commun et extraordinaires, et que ça sera forcément bénéfique à Victor, donc à toute l'équipe. Je suis d'accord avec toi. Et tu sais quoi, je vais compléter direct. Dans les trucs que j'ai pas aimé et qui vont aussi avec ça. J'ai très peur. Non, en vrai, c'est juste le fond de jeu collectif des Spurs. Où je pense que si c'est une équipe qui tank, et moi je veux bien. Je pense que. Ouais. Le mieux pour moi, c'est qu'ils perdent des matchs. Parce que je pense que au max, tu peux faire le play-in si vraiment tu performes vraiment très très haut. Moi, je peux croire que tu peux faire le play-in avec cette équipe. Je peux le croire. Mais c'est vraiment le max. On parle de ça. Ah ouais, là, c'est plafond. Et sauf que du coup, est-ce que ça t'apporte vraiment quelque chose de fou? Alors que si tu tankes et que tu as un gros pick à la draft, tu récupères un joueur qui peut être une des cornerstones de ton projet. Imagine t'as Cooper Flag. Voilà, c'est pour ça. Mais ce serait pas le profil parfait pour jouer avec Victor. Je vais pas me lancer dans des. Surtout que cristal, là. Ça arrivera au milieu de la saison. On parlera forcément des prospects, etc. Peut-être avec quelqu'un qui est SP draft en l'occurrence. Peut-être que je ferai ça avec quelqu'un qui connaît beaucoup mieux les prospects que moi. Je te remercie. Non, mais je suis désolé. Mais t'as bien raison. Je te vois regarder le basket, Hugo. Je te vois pas beaucoup regarder Duke. Donc. C'est vrai. Mais voilà, en fait, moi, je suis OK pour qu'ils tankent. Mais si on parle du principe qu'ils veulent gagner des matchs, il manque de la structure dans cette équipe et c'est dramatique. Et je me pose la question même, est-ce que Pop attend pas, juste a prévu quelque chose et il attend pas le retour d'Evin Vassell en se disant, bon, bah, de toute façon, j'ai prévu des pick and roll avec Devin Vassell, avec Vassell qui pose l'écran et Victor qui pose l'écran. Ça, c'est évident. Et est-ce qu'il s'est juste dit, bon, bah, tant qu'il n'y a pas Vassell, on met juste rien en place pour remplacer? Parce que pour moi, c'est une possibilité, c'était une équipe qui tank. Et puis on voit Devin. Et ouais, c'est ça, c'est une possibilité. Donc j'attends de voir ça quand même. Et pour l'instant, je trouve qu'il y a très peu de pick and roll. Il y a très peu de mouvements sans ballon autour de Victor quand il poste. Pareil, Victor lui-même, il bouge pas tant sans ballon. Pour Victor, il y a un problème de pose d'écran dont j'ai parlé 14 fois, où il pose pas très bien les écrans. Et encore, c'est mieux que l'année dernière. C'est mieux, j'y arrivais. C'est mieux que l'année dernière. Et du coup, ça pose problème. Et je trouve que contre le Jazz, on a commencé à avoir plus de pick and roll entre Chris Paul et Victor. Mais si tu veux gagner des matchs, logiquement. Tu joues du pick and roll avec Victor, oui. En fait, déjà, poser des écrans, créer des décalages au basket, c'est utile. Donc, c'est pas pour rien que les équipes. T'as joué au basket, hein, ça se voit. Ah, ça se voit. Hein. C'est pour ça que les équipes jouent au pick and roll, mais c'est la base. Ça paraît, pareil, logique de dire ça. Et du coup, quand je vois une possession où il y a 2-3 passes et ça part sur un 3 points, je me dis c'est dommage de ne pas avoir au moins essayé de faire un pick and roll avec Victor, ou même de faire un pick and roll avec, je sais pas, Chris Paul et Jeremy Sohan, ou les pick and roll de Chris Paul, Zach Collins, ou peu importe. Du coup, il y a un manque de structure qui fait que cette équipe, pour l'instant, ne peut pas être efficace en attaque. Pourtant, je sais pas si tu te souviens, après le match à Dallas, donc le season opener, on s'était dit qu'on avait l'impression quand même qu'il y avait eu des choses mises en place par Pop et le coaching staff pour essayer justement de trouver Victor sur ses spots, pour essayer de mettre des choses en place pour mettre dans de meilleures configurations Victor. Et c'est vrai que depuis ce match-là, on a l'impression que c'est un peu la roue libre. Un peu comme l'année dernière, en fait, tu vois. C'est ça, surtout que, du coup, pareil, c'est la question que j'ai posée à Victor après le match, que c'est ce que j'avais retenu. Est-ce que tu as l'impression que tactiquement, vous partez plus loin? Il m'a dit oui, en fait, on a quand même... C'est plus la même chose au training camp, on n'a plus les mêmes attentes tactiques pour les joueurs. Et ça, sur le premier match, c'était vraiment... tu avais l'impression qu'il y avait une vraie exigence. Et là, sur les matchs suivants, ouais, j'ai moins cette sensation-là. La question qui reste à voir, c'est est-ce que ce qui s'est passé contre le Jazz, où il y avait déjà un peu plus de structure, c'est le premier match d'une série où il va y avoir de plus en plus du coup, de jeux structurés et tout ça. Est-ce qu'on prend vraiment le Jazz comme base au départ d'une série structurée? Après, moi, ma question, c'est est-ce que... c'est tout le respect que j'ai pour eux. C'est pas tant une question d'efficacité, de performance, quoi que ce soit, mais plus d'intention de jeu. Ouais, bien sûr. Est-ce que c'est une équipe qui va commencer à jouer plus en pick and roll? Mais bon, pour l'instant, du coup, il n'y a pas du tout de fond de jeu tactique. En tout cas, il y en a très peu. Et du coup, sur demi-terrain, je suis en train de sortir la stat. C'est la 1, 2, 3, 4e pire équipe de la ligue en termes de points par possession, avec 0,87 points par possession, ce qui est très très faible. C'est très mauvais, ouais. Les équipes qui sont en dessous, c'est les Sixers qui jouent sans Paul George et sans Joel Embiid. Autant te dire que quand Joel Embiid va revenir,
sur demi-terrain, ça va monter en flèche. Il y a Portland qui est Portland, il y a le Jazz surtout qui est horrible cette saison. Et du coup, donc voilà, donc c'est décevant quand même d'être dans cette petite liste-là. Je trouve c'est un petit peu dommage. Et j'attends peut-être mieux, surtout que je pense que c'est quelque chose qui permet de faire progresser tes joueurs, de leur, d'étoffer le playbook, de mettre en place des choses, de leur apprendre à poser des écrans. Encore une fois, contre le Jazz et même un tout petit peu contre le Thunder déjà, j'ai vu des meilleures choses où il y avait plus d'écrans et plus de structure, mais j'attends mieux. Moi, je pense que vraiment les retours de Vassell et de Tre Jones vont faire du bien. Surtout Vassell. Ça va vraiment faire du bien sur ce point. En fait, sur tous les points offensifs, sur tous les problèmes offensifs qu'on a listés depuis le début de cet épisode, ça va forcément faire du bien. Devin Vassell au scoring, pour l'adresse, même pour la défense extérieure, Tre Jones, ça va vraiment faire du bien. Je suis très très pressé de voir le retour de Vassell et Tre Jones. Moi aussi, surtout Vassell, parce que en fin de saison dernière, les systèmes du coup Vassell-Wembanyama, c'était super parce que les deux se complètent très bien. Je vais pas aller dans le détail parce que ça pourrait faire l'objet intégral d'un podcast. Mais non, concrètement, je pense qu'on avait un très très bon duo. Et là, du coup, il a perdu déjà le deuxième meilleur joueur de l'équipe et son partenaire privilégié de pick and roll. Donc voilà, je pense que ça peut revenir, ça peut être plus efficace à son retour si les Spurs ont l'intention de gagner des matchs. Ce qui est une autre question qu'on abordera sans doute plus tard. Ouais. Est-ce que tu avais un point encore à évoquer ? Moi, j'ai l'impression qu'on a plutôt fait le tour. Je sais pas toi. Moi, en tout cas, j'ai épuisé tous mes points. Après, j'en garde un pour conclure, mais du coup, je veux que ce soit le dernier point. Ouais, moi aussi, on a parlé du mentoring de Chris Paul que j'ai bien aimé, de la défense folle de Victor, des mauvaises choses, notamment offensivement, collectivement et individuellement pour Victor. Moi, honnêtement, je trouve qu'on a plutôt fait le tour. Mais écoute, moi, j'ai un dernier point de ce que j'ai aimé, du coup. C'est le tout dernier du podcast. C'est le retour de Mook Deep, Hugo. Oh, c'est beau. Oh, quel moment d'autopromo légendaire. Non, mais c'est ça. C'est juste un petit message à la fin du podcast parce qu'en vrai, c'est important. C'est un petit peu qu'on est de retour, du coup, avec un épisode par semaine toute la saison. Donc, je vous l'ai dit au début du podcast, vous aurez beaucoup Hugo. On va continuer sur les Spurs. L'idée cette saison, c'est de varier un peu les invités, d'avoir plus de gens, de parler de d'autres équipes que les Spurs avec du coup des gens qui sont intéressants, comme Hugo pour le coup. Donc voilà. Merci, c'est très gentil ça. Je m'assurerai personnellement. Ne vous inquiétez pas que Benjamin s'y tienne, un épisode par semaine avec des invités de qualité, avec des sujets de qualité. Je vais les contrôler puisque tu vas me supporter au quotidien, donc je vais contrôler. Et puis bon, voilà, tu vois, c'est pareil, retour de Mook Deep. Et puis aussi, il y a un autre point à évoquer, c'est juste le retour à San Antonio, parce que je sais que les gens qui regardent le podcast aiment bien connaître, tu vois, le ressenti sur place. Bien sûr. Le fait d'être de retour dans une salle NBA, c'est fou. J'avais la flemme de repartir, si je suis honnête. Mais quand je suis sur le parquet des Spurs et que tu vois les matchs en vrai, que tu parles avec les coachs, etc., ça fait du bien. Très honnêtement, pour vous qui nous écoutez ou nous regardez, moi c'est ma première saison. Toi, tu as déjà fait l'année dernière, donc tu étais un petit peu rodé. Je vous cache pas que la première fois que tu arrives à l'échauffement avant un match sur le parquet au Frost Bank Center ou à l'American Airlines Arena à Dallas qu'on a fait pour le season opener, t'es comme un gosse. Tu vois, là, tu dis, ok, mon rêve de gosse vient d'être réalisé. Tu es à 2 mètres de Victor Wembanyama qui prend des pull-ups à l'échauffement. Tu te dis, dans quel monde on vit ? Ouais, en fait, il faut le vivre pour s'en rendre compte. C'est complètement fou. Et effectivement, tu l'as dit, je pense que l'objectif principal, notre objectif principal, toi avec Mook Deep et tes autres projets, c'est de vous faire vivre tout ça, un peu, de vous décrire un petit peu au plus proche comment ça se passe une saison de NBA, comment ça se passe dans les coulisses, parce que je pense que c'est ce qui intéresse les gens, c'est ce qui vous intéresse. On n'a malheureusement pas tous la chance de le vivre une fois dans notre vie, mais pour tout fan de basket, c'est quelque chose de fou. Enfin, même, il y a un truc que j'ai aimé, l'ambiance au Frost Bank Center. Ouais, j'avoue que ambiance de folie. Hein. J'ai toujours du mal à te dire parce que, en fait, dans toutes les autres salles que j'ai faites, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas plus d'ambiance. Ouais. Voilà. Une fois, c'était complètement frauduleux. C'était à OKC. Ils ont une salle qui, acoustiquement, est faite pour faire ressortir de fou les bruits. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y avait plus d'ambiance, mais il y avait tellement moins de gens que j'en doute fortement. C'est un match pré-saison aussi. J'y suis pas retourné depuis. Ah oui, d'accord. Donc, non, mais n'empêche que le son était fou. Et je suis d'accord avec toi, l'ambiance était vraiment pas mal. Mais enfin, là, pour une équipe qui tank, franchement, et qui va tanker, franchement, je sais pas s'ils vont tanker. Non, mais on y reviendra plus tard. C'était une petite blague. Mais franchement, salle pleine. Concrètement, salle pleine. Ouais, c'est ça, tous les comme d'habitude avec il y a du bruit, la fin de match contre les Rockets où c'était complètement fou, là où c'était un peu tendu.
où les Spurs sont pas loin de faire un comeback. C'est une folie. Il y a un petit papy qui s'est mis à faire des danses de fou à la fin du 4e quart-temps. Tu parles du mec à côté de nous? Ah non, tu parles de non, vraiment, tu sais, le mec le petit papy sur le terrain. Le petit papy sur le terrain qui a été du fan du match, là, mais c'est une folie. Okay. C'est une folie. Après, bon, est-ce que c'est parce que j'ai des étoiles dans les yeux, parce que c'est début de saison? Sûrement, peut-être. En fait, moi, je t'avoue, j'avais même pas capté qu'il y avait l'ambiance et tout. Mais c'est juste parce que j'ai... Très honnêtement, moi, j'ai été agréablement surpris. Moi, je me disais, ok, on va à San Antonio, ok, il y a Victor, ok, ville de basket, puisqu'ils ont que ça, c'est la seule franchise de sport majeur de la ville, donc évidemment que les Spurs sont très importants pour San Antonio. Mais je me disais, dans une équipe qui est faible, dans une équipe un petit peu paumée au milieu du Texas, je me suis dit, j'ai été agréablement surpris. Non, je comprends. J'avoue, moi, je suis dans ma bulle quand je regarde le match, donc j'ai moins fait gaffe. Mais maintenant que tu le dis, je revois un petit peu quand même l'ambiance. C'est vrai qu'il y a du chant MVP qui part très vite. Il y a des Wemby qui partent très vite. Donc oui, non, voilà, l'ambiance est toujours là. Et c'est vrai que c'est quand même un bon gros plus. Voilà, on va pas s'attarder sur ce sujet-là parce que c'est très personnel et tout. Et je pense qu'on fera des épisodes spéciaux, ressentis perso, etc. On invitera toute une section du Frostbank Center dans l'appart et on va faire un truc de fou. Et bah du coup, si vous voulez entendre plus de choses justement qui viennent directement du Frostbank Center, si vous voulez entendre plus d'Hugo, plus de moi fatalement, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Basket Session, vous abonner au réseau aussi, sur lequel on va partager des petits clips de podcast et on partage du coup les articles aussi qu'on écrit sur Basket Session. Donc d'ici là, n'hésitez pas à nous dire en commentaire les sujets que vous avez envie qu'on aborde pendant la saison, les choses que vous avez envie qu'on vous révèle un petit peu dans les coulisses du Frostbank Center. Et d'ici la semaine prochaine, je vous dis au revoir la team. Salut.